Madame, Monsieur, merci de rester fidèle à cette émission qui éduque et qui contribue à votre épanouissement intellectuel. La littérature se fait encore plus proche de vous à travers cet essai intitulé « La politique de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire ». Il est signé Cyril Gouali Yokrogué. Eh bien, cet écrivain ivoirien nous fait l'amitié d'un échange et il est présent sur ce plateau pour répondre à notre invitation. Bonjour Cyril. Bonjour madame. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci bien. Chers téléspectateurs, nous vous savons aussi impatients que nous de satisfaire votre curiosité. Sans plus tarder, Maria Bissier nous permet d'en savoir un peu plus sur l'auteur. Cyril Gouali Yokrogué est un écrivain essayiste ivoirien originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. En 2012, il obtint son baccalauréat série A1. La même année, il a reçu le prix du meilleur élève de la série A1 du lycée Henri-Conan Bédier de Saint-Fra des mains de M. Epiphane Zorobi Balo, aujourd'hui président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Après son admission, Cyril Gouali est orienté au département de sociologie à l'université Beleforogon Koulibaly de Korogo, où il obtint en 2015 la licence, puis en 2018 le master. En janvier 2020, il intègre l'École nationale d'administration. Il convient de noter qu'après l'obtention de la licence en 2015, Cyril Gouali s'est interrogé sur ce pourquoi la Côte d'Ivoire est classée au rang des pays en développement, malgré l'immensité des richesses qu'elle regorge. La résolution de cette problématique l'a amené à publier à Paris, aux éditions Le Lys Bleu, 2 livres sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le premier fut publié en novembre 2023 et le second en août 2024. Aujourd'hui, en tant que jeune écrivain, Cyril Gouali Yokrogué nourrit l'ambition d'embrasser une carrière politique afin d'aider son pays, la Côte d'Ivoire, à relever le défi de la bonne gouvernance et de prendre résolument dans la durée le chemin du développement. Le mardi 23 avril 2024, il a présenté son livre à l'occasion d'une cérémonie organisée à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Le lundi 9 décembre 2024, Cyril Gouali Yokrogué a participé à la primature en tant que panéliste à la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Maria Bissier nous a présenté la biographie de l'auteur. Il est maintenant temps pour nous de nous engager dans une conversation certainement à cœur ouvert avec l'auteur, s'il le veut bien. Allez, deuxième rubrique. Cyril Gouali, avez-vous déjà été victime de la corruption? Particulièrement non. Mais en tant qu'intellectuel, voilà, il est moins possible de rester indifférent face à un mal qui mine, le développement de son pays. Voilà, j'ai constaté que la corruption prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, malgré les actions de l'État pour lutter contre ce phénomène. Donc face à cette inefficacité des actions de l'État, je me suis dit qu'en tant qu'intellectuel, il fallait que j'apporte ma contribution. Ça, c'est de façon générale, l'une des raisons. Oui. Donc, quelles sont les autres motivations qui vous ont poussé, bien sûr, à écrire cet ouvrage? Je vous remercie. Ces motivations sont nombreuses. Oui. D'abord, au niveau personnel, voilà, il faut dire que je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'intégrité aura plus d'avantages que la corruption. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où la corruption exposera à plus de représailles, à plus de menaces que l'intégrité. Je rêve d'une Côte d'Ivoire qui sera un pays de référence en matière d'état de droit, de bonne gouvernance, d'intégrité et de la légalité. Outre ces raisons, j'ai écrit ce livre également pour matérialiser ma volonté d'aider notre pays, la Côte d'Ivoire, à passer de la communication sur la lutte contre la corruption à la lutte effective contre la corruption, afin que, d'une part, l'État ivoirien se dote d'institutions fortes, d'un système judiciaire véritablement indépendant pour
imposer l'intégrité de la conduite des affaires publiques et aussi pour permettre à l'État ivoirien de devenir financièrement fort et puissant pour satisfaire de façon continue les besoins du peuple en général et ceux des fonctionnaires et agents publics en particulier. Et enfin, au niveau personnel toujours, j'ai décidé d'écrire ce livre pour matérialiser mon entrée en politique. À cet effet, je dis souvent qu'on ne suit pas un homme politique seulement pour sa vision, mais aussi et surtout en raison des idées à partir desquelles il compte la matérialiser. Donc, puisqu'en politique, il faut faire des propositions, dans ce livre qui est, il faut le dire, mon projet politique, à travers ce livre, je propose au peuple ivoirien mes solutions, comme pour lui dire, voilà ce que je propose, s'il lui a plu de me confier certaines responsabilités au sommet de l'État ivoirien. Au niveau social, politique, juridique et institutionnel, j'ai fait le constat selon lequel la corruption a fortement impacté, du moins a négativement impacté notre système électoral, notre système de santé, notre système éducatif, la puissance de nos institutions. Et au niveau scientifique, j'ai remarqué que, j'ai constaté que notre stratégie de lutte contre la corruption contient des insuffisances dans certains cas, des erreurs dans d'autres, et j'ai, sur la base de ces erreurs et insuffisances, fait des propositions. Donc, voici de façon résumée les raisons qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage. Bien. Alors, la cible clé de votre ouvrage, parce qu'on comprend tout de suite que la cible, c'est le peuple ivoirien en général. De façon particulière, je destine mon livre à nos dirigeants, qui sont ceux qui prennent les décisions, et aux experts en rédaction législative, parce que c'est un projet. Je ne suis pas un expert en rédaction de loi. Donc, s'ils ont trouvé le contenu intéressant, ils vont l'améliorer, voilà, et la présenter dans la forme correcte. Donc, je destine mon livre aux dirigeants, aux parlementaires et aux experts en rédaction législative. Bien. Vous avez 2 publications à votre actif. Déjà, vous avez fait une publication en 2023 et ensuite en 2024, dans cette œuvre que nous tenons entre les mains. Pourquoi avez-vous opté pour l'essai pendant qu'il y a d'autres genres littéraires? J'ai préféré l'essai parce que travailler sur la corruption, c'est plus de la réalité que de l'imaginaire. Voilà, il faut partir des causes, de ce qui existe pour proposer des solutions. Donc c'est plus un travail scientifique, un travail de réflexion qu'un travail qui relève de l'imaginaire. C'est pour cette raison que j'ai opté pour un essai. Intéressons-nous à présent aux éléments de la première de couverture. Oui. Nous avons au niveau des couleurs un fond orangé en dégradé, l'écriture en blanc. Nous avons également l'esquisse de la carte de Côte d'Ivoire. Oui. Expliquez-nous un peu tous ces éléments-là. D'abord, je vais partir du titre de mon ouvrage, qui est la politique de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Donc ici, on parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, les couleurs du drapeau ivoirien sont l'orange, le blanc et le vert. C'est pour cette raison que vous remarquez que mon ouvrage est aux couleurs que j'ai aux couleurs nationales, on dira. Aux couleurs nationales. La carte de la Côte d'Ivoire pour symboliser le territoire ivoirien et le slogan « Non à la corruption » pour dire au peuple ivoirien que l'une des consciences, ou bien la conscience que nous devons développer pour permettre à notre pays de passer du sous-développement à l'émergence et pourquoi pas au développement, c'est de nous éloigner des mauvaises pratiques qui maintiennent notre pays dans le sous-développement malgré l'immensité de ses richesses. Donc non à la corruption, déjà on comprend que c'est un refus. Oui, c'est un rejet. C'est peut-être crier un ras-de-bol. Tout à fait. Voilà, c'est fustigé. C'est ça. Voilà, très bien. Alors, quel est le rôle des 14 citations du début de l'ouvrage? Parce que dans l'ouvrage déjà, je ne sais pas pourquoi l'auteur a décidé de le faire, mais commencez par des citations. Dites-nous donc quel est le rôle de ces citations. Déjà, pendant qu'on sait que lorsqu'on va poursuivre, on va vraiment tomber sur du lourd, comme les gens le disent. C'est ça. Donc, pourquoi commencer par des citations? Déjà, lorsque on jette un regard sur mon ouvrage, on peut déjà constater son volume. Il fait exactement 384 pages. Voilà. Et nous le savons, ici, en Côte d'Ivoire, nous avons très peu le sens de la lecture. Donc, c'est pourquoi j'ai
présenté à l'entame de mon essai 14 citations, voilà, qui, selon moi, si les lecteurs l'ont lu, peuvent leur permettre de comprendre un peu ce que je veux dire sans avoir lu tout le document. Alors, nous allons nous faire le plaisir de revenir sur quelques-unes. Oui. La citation 5. Oui. En réalité, ce n'est pas le pot de vin, Oui. mais l'illégalité de sa réception qui favorise la corruption. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Généralement, ou du moins, c'est toujours le cas, en matière de lutte contre la corruption, on a construit la stratégie sur l'idée que nous devons refuser le pot de vin. Pour moi, c'est une erreur stratégique parce que si je pose la question suivante, quel être humain est en mesure de résister à l'argent en toutes circonstances et quelle que soit sa valeur? Il est très difficile pour l'être humain de résister à l'argent en toutes circonstances et quelle que soit sa valeur. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et non quelque chose qu'il faut chercher à dissuader. Vous voyez? Donc quand je dis que ce n'est pas le pot de vin, mais l'illégalité de sa réception qui favorise la corruption, voici simplement ce que je veux dire. Bien. Actuellement, la loi sanctionne la réception d'un pot de vin. Et puisque à la base, il est presque impossible de résister à l'argent, donc si je vous propose de l'argent pour commettre un acte illégal, du moment où vous avez reçu ce pot de vin-là, vous êtes déjà en infraction, sans avoir commis l'acte illégal que je vous demande. Donc, puisque vous êtes en infraction pour avoir reçu simplement l'argent que je vous ai... Pour avoir accepté l'argent même, sans avoir déjà posé l'acte. Oui, mais du moment où vous avez reçu, vous êtes déjà en infraction. Donc, c'est cette infraction-là qui va finalement vous contraindre à commettre l'acte illégal qui vous est demandé. De cette façon, aussi bien vous que votre corrupteur, vous serez satisfait et vous allez garder le silence sur ce que vous allez faire. Or, avec ce que moi je propose, moi je dis plutôt que c'est l'illégalité de la réception qui favorise la corruption. Ça veut dire quoi? Il faut plutôt dire aux gens, si on vous propose par exemple 1000 milliards pour commettre un acte légal, vous pouvez, si vous le voulez, l'accepter, mais ne commettez pas l'acte légal qui vous est demandé. Quel est l'avantage de ce système? Si par exemple je vous propose 300 millions pour commettre un acte illégal et que l'État vous dit que vous pouvez prendre, si vous le voulez, les 300 millions, à condition que vous ne commettiez pas l'acte illégal que je vous demande. Dans ce contexte-là, quand vous prenez cet argent, vous n'avez pas commis d'infraction. Donc, ici, vous n'avez pas ressenti la contrainte de commettre l'acte légal qui vous est demandé. C'est un peu technique, mais c'est ce que j'ai voulu dire par cette affirmation. D'accord. Citation 6. Oui. Un analphabète patriote est plus utile à un pays qu'un grand diplômé ayant un faible sens de l'intérêt général. Le rôle de l'intellectuel n'est pas de tirer profit des faiblesses de son pays pour s'enrichir illicitement, mais de se servir de ses connaissances et aptitudes pour proposer à son pays des solutions pratiques aux problèmes qui nuisent à son développement. Nous pensons qu'à ce niveau, c'est clair. Oui, c'est assez clair. Citation 7. Ce ne sont pas les faveurs qui nous ont été faites, les cadeaux qui nous ont été offerts et les services qui nous ont été rendus, mais le faible niveau de dissuasion et de répression de la corruption qui nous corrompt. Clair. La citation 11. Pour rendre plus efficace la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, il faut faire de la Côte d'Ivoire un pays de la légalité et non un pays de l'hospitalité. Ça, par contre, on a envie de comprendre. Je vous remercie. Je l'ai dit dans mon ouvrage. J'ai dit que l'une des erreurs commises par la Côte d'Ivoire, et elle peut toujours la corriger, c'est de s'être érigée en un pays de l'hospitalité alors qu'elle ne remplit pas les conditions minimales pour conduire dans la durée une telle politique. Avant de s'ouvrir vers l'extérieur, comme la Côte d'Ivoire le fait, il y a 3 conditions qu'un pays doit remplir. Premièrement, il doit avoir le contrôle de ses frontières pour contrôler les entrées et sorties de son territoire, pour contrôler l'immigration. Il doit avoir des institutions fortes, un système judiciaire véritablement indépendant et une administration assez performante pour dissuader ou bien pour sanctionner ou réprimer les fraudes relatives aux documents administratifs et
la corruption sur la nationalité. Voilà. Donc voici des conditions qu'un pays doit remplir avant de s'ouvrir à l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, par exemple, si vous me recevez chez vous, quels que soient nos liens, j'aurai quand même des interdits. Je ne pourrais pas, par exemple, rentrer dans votre chambre conjugale, par exemple, sans votre autorisation. Je ne peux pas aussi me permettre, excusez-moi, d'avoir des rapports avec votre fille de 5 ans. Quels que soient nos rapports, il y aura quand même des limites. Donc, ce que je veux dire, on ne peut pas organiser un État et sans fixer des limites aux nationaux et aux non-nationaux. Parce que quand on ne le fait pas, supposons que, par exemple, et c'est peut-être le cas actuellement, si quelqu'un, un Japonais, il vient en Côte d'Ivoire, il prend la nationalité ivoirienne, c'est naturalisé. Et puis, on ne dit pas, dès le départ, que le naturalisé ne peut pas prétendre à la présidence de la République. On ne le dit pas clairement par la loi. Et que ce Japonais naturalisé ivoirien, il veut devenir président. Il a des ambitions politiques. Oui, mais si on ne le dit pas dès le départ, et que c'est maintenant où il nourrit cette ambition-là, qu'on veut maintenant modifier la loi pour l'empêcher, vous voyez que ça crée ça peut créer des conflits. Oui. Or, quand on définit les droits, les limites des uns et des autres, ça crée un certain ordre qui permet d'assurer la stabilité de l'État. En fait, ce que je veux dire par là, il est quand même inacceptable que des non-nationaux, peut-être des naturalisés, soient des maillons forts de certains trafics qui nuisent qui peuvent nuire à la stabilité ou bien au développement de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, il faut être hospitalier, mais il faut quand même définir certaines limites pour ne pas que les non-nationaux et les nationaux deviennent des acteurs majeurs de la corruption dans notre pays. Bien. Clairement, votre ouvrage se veut une proposition de loi portant prévention et lutte contre les formes de corruption. Vous faites donc cas de trois types de corruption, notamment la corruption active, la corruption passive et la corruption protégée. Alors, aidez-nous à comprendre chacun de ces concepts-là. Oui, merci. Vous savez, le mode opératoire de la corruption a toujours été réduit à la corruption active et la corruption passive. La corruption active, simplement, elle peut être définie comme le fait de demander un acte illégal, le fait de demander la commission d'un acte illégal à une personne. Ça peut être une personne morale comme une personne physique. La corruption passive, c'est le fait de commettre un acte illégal qui nous a été demandé. Vous voyez? Et après ça, il y a ce que j'ai appelé la corruption protégée. On a bien envie de savoir. Voilà, parce que je définis la corruption protégée comme l'ensemble des actes qui sont commis par des acteurs impliqués dans un acte de corruption. Ces actes peuvent être le silence, la discrétion, les crimes, l'étouffement des enquêtes, etc., pour empêcher la découverte de l'acte illégal qu'ils ont commis, pour l'étouffer s'il est malgré tout découvert, ou pour l'ériger en système afin de s'enrichir. En fait, après la commission d'un acte de corruption, j'ai remarqué j'ai constaté que les acteurs impliqués dans un acte de corruption ont généralement tendance à développer une certaine forme de complicité, de solidarité pour empêcher que les actes ne soient découverts ou pour l'étouffer s'il est malgré tout commis. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on propose, mais qu'est-ce qu'on fait en matière de lutte contre la corruption pour empêcher que les acteurs impliqués dans un acte de corruption ou du moins dans un réseau ne soient solidaires au point de les amener à se dénoncer plutôt qu'à garder le silence sur ce qu'ils font. Donc voilà ce que j'ai voulu dire par la corruption protégée. Donc en prenant en compte cette dimension de mon analyse, finalement, pour lutter contre la corruption, selon moi, il faudra mettre en place un système dans lequel, premièrement, on dissuade l'acteur de demander la commission d'un acte illégal, ça peut être à son proche, à son subordonné ou à tout autre acteur. Il faudra mettre en place un système dans lequel l'acteur est dissuadé de commettre un acte de corruption, un acte illégal qui lui est demandé, même si l'ordre vient de sa hiérarchie, voilà, ou de tout autre acteur. Et enfin, au niveau de la corruption protégée, il faut mettre en place un système dans lequel les acteurs d'un réseau corrompu ne parviendront pas à être solidaires, vous voyez, pour garder le silence sur ce qu'ils font, au point de les amener à se dénoncer.
Parce que, vous savez, quand un acte de corruption est commis, il y a deux cas. Quand un acte de corruption est commis, il y a deux cas. Il y a le premier cas où l'acte de corruption est découvert. Des personnes peuvent commettre un acte de corruption et puis on le découvre. À ce moment-là, on peut appliquer la loi à tous ceux qui y sont impliqués. Mais il y a le second cas où des personnes peuvent commettre un acte illégal et ce n'est pas su. C'est comme par exemple, je peux travailler à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ma mission est de lutter contre la corruption. Deux personnes en 4 murs ont commis un acte de corruption. Je ne vois pas ce qu'elles ont fait. À ce moment, je ne sais pas. Oui. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre la corruption? Si ce n'est que de récompenser la trahison entre eux. C'est pourquoi j'ai dit que pour lutter contre la corruption, il faut appliquer la loi à tous ceux qui sont impliqués dans un réseau quand on a découvert ce qu'ils ont fait. Et quand on ne le sait pas, il faut prévoir des mesures dans la loi pour les amener à se trahir, plutôt qu'à garder le silence sur ce qu'ils ont fait. Si rien n'est caché, il sera plus facile de lutter contre la corruption. Tout ça, c'est bien pensé. Vous allez nous donner un peu après les secrets de toute cette inspiration. En évoquant les instruments de corruption majeurs dans le contexte ivoirien, aux pages 45 et 46 de votre ouvrage, vous présentez l'ethnie et la religion comme des sources de corruption en Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous cela aux téléspectateurs? Vous savez, lorsqu'on parle de la corruption, beaucoup de personnes la réduisent aux raquettes. Pourtant, la corruption va bien au-delà. Voilà, la corruption, c'est un phénomène qui s'étend jusqu'au sommet de l'État. Elle s'étend même dans les relations entre États. Vous savez, corrompre, c'est quoi? Je vais t'amener à commettre un acte illégal. Quel est le moyen que j'utilise pour te pousser à commettre cet acte illégal? Il n'y a pas qu'avec l'argent qu'on peut corrompre. Je vais amener une personne, des groupes de personnes à agir de façon illégale. Il peut utiliser de l'argent, mais aussi, il peut aussi utiliser l'ethnie et la religion. Vous voyez, souvent, lorsqu'on veut amener des groupes ethniques ou religieux à s'affronter, on va faire croire, par exemple, à tel groupe qu'il est marginalisé ou bien qu'il est exclu. Et du coup, ça éveille les passions. Et l'autre, parce qu'il se sent exclu ou peut-être marginalisé, va vouloir se rendre justice. Vous voyez, lorsqu'on veut créer des guerres, vous allez constater qu'on commence toujours par entretenir ces discours-là. Tel groupe religieux est marginalisé, est exclu, et ça amène ce groupe qui est cible de ce message-là à poser des actes pour se rendre justice. C'est comme ça qu'on aboutit à des phénomènes tels que les rébellions armées, le terrorisme, et souvent même les coups d'État, qui sont des actes illégaux. Alors, vu que notre culture africaine prône l'entraide et la solidarité entre les membres d'une même communauté, que faut-il faire pour empêcher que l'ethnie et la religion soient des instruments de corruption? Généralement, si je dis que l'ethnie et la religion sont des instruments de corruption, c'est parce qu'ils sont généralement instrumentalisés sur le plan politique. Donc déjà, j'ai dit dans mon ouvrage que pour lutter contre la corruption, il faut empêcher les corrompus de faire la politique. Et sur la base de ce principe, j'ai dit comme solution qu'il faut assainir la vie politique ivoirienne. Et pour assainir la vie politique ivoirienne, j'ai proposé la création d'une cour que j'ai appelée la Cour pour la moralisation de la vie publique. C'est elle qui sera chargée d'assainir la vie publique ivoirienne. Donc désormais, pour faire la politique, il y aura, la vie politique sera régie par 3 principes. Donc il y aura des conditions à remplir pour être autorisé à faire la politique, des conditions à respecter dans l'exercice de ces activités politiques et enfin des sanctions qui vont s'appliquer au cas où un acteur politique aurait enfreint les conditions ou bien les règles définies pour faire la politique. Et au niveau des conditions à respecter, ou bien des règles à respecter pour faire la politique, j'ai dit qu'il ne faut pas instrumentaliser l'ethnie et la religion. Donc tout acteur politique, parce qu'il va se sentir en incapacité de mobiliser, qui va dire par exemple que tel peuple ou bien telle communauté religieuse est exclue ou bien est marginalisée, il sera exclu de la vie politique et des sanctions lui seront appliquées. Donc pour empêcher l'ethnie et la religion d'être des instruments de corruption, j'ai proposé
que l'instrumentalisation de l'ethnie et de la religion soit une infraction sévèrement punie. Bien. Selon vous, il y a d'autres instruments à la base de la corruption en Côte d'Ivoire. Oui. La notion d'étranger, vous Oui. allez dire un mot sur cela. Oui. On va essayer d'énumérer chacun des autres instruments que vous avez mis dans votre ouvrage, et puis vous allez nous faire des commentaires sur chaque instrument. Donc, à côté de la religion, de l'ethnie, la religion, il y a également la notion d'étranger. Oui. Vous avez remarqué que dans le contexte ivoirien, et c'est pourquoi j'ai dit précédemment que l'une des erreurs que la Côte d'Ivoire a commises, c'est de s'être érigée en un pays de l'hospitalité alors qu'elle ne remplit pas les conditions minimales pour réussir dans la durée une telle politique. Pour mettre en place, pour s'ériger en un pays de l'hospitalité, il y a des conditions qu'il faut respecter et je l'ai précisé à l'entame de mon intervention. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été fait. Ça fait qu'au fil des années, au fur et à mesure que les générations sont succédées en Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés à une situation où, quand les choses vont de mal en pire. Quand il défend l'intérêt même de l'Ivoirien en Côte d'Ivoire, on trouve que tu es xénophobe. Aujourd'hui, si tu dis Ivoirien d'abord, par exemple, on va trouver que tu n'aimes pas les étrangers. Et ce discours-là peut amener nos frères à se révolter. Oui. À se révolter. C'est pourquoi, c'est ça que j'ai parlé de la notion d'étranger comme un instrument de corruption dans le cas ivoirien. Et pour résoudre ça, il faut définir clairement dans la loi les droits des naturalisés et des non-nationaux, les limites et les sanctions qui leur sont appliquées. Il faut vraiment définir ça de façon claire. Parce que dans un État, il y a les nationaux, il y a les non-nationaux, il y a les naturalisés. Donc, dans chaque cas, il faut définir les droits et les limites des droits de chacun. Quand les choses sont bien claires, il est difficile de faire de l'instrumentalisation et chacun connaît sa place. Très bien. Alors, il y a d'autres instruments que nous allons énumérer, mais on va essayer juste d'expliquer sans donner les solutions, parce qu'on aura une question vraiment qui va s'étendre sur les solutions. C'est compris. Bien. Le pouvoir est un autre instrument de corruption. Oui. Le pouvoir, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le moyen de corruption le plus utilisé. Lorsqu'on parle de corruption, on voit directement l'argent, mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir. Quand je parle de pouvoir, c'est la façon dont l'État ivoirien est organisé. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, la séparation des pouvoirs n'est pas correctement bien établie. Il y a une forte concentration des pouvoirs. Donc ça fait qu'aujourd'hui, l'État ivoirien fonctionne plus dans le sens de la subordination hiérarchique que dans le sens de la légalité. Aujourd'hui, si je suis un juge ou bien je suis un agent public, je fais correctement mon travail, mais si je reçois un ordre d'un ministre ou du président de la République qui me dit d'agir illégalement, il est très peu probable que je résiste à cet ordre-là. Parce que du fait de la concentration des pouvoirs, si je fais correctement mon travail au détriment de l'ordre qui m'a été donné de la part de ma hiérarchie, je peux m'exposer après à des représailles. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que le pouvoir est un instrument de corruption. Et les biens matériels et les biens immatériels? Par bien matériel, je vais parler de l'argent, par exemple, les maisons, un bien foncier. Voilà. L'argent, c'est un instrument de corruption, ça tout le monde le sait. Pour de l'argent, pour accéder à des biens, voilà, on peut accepter de commettre des actes illégaux qui nous sont demandés. Maintenant, par biens immatériels, je veux par exemple parler du lien social, des services qui nous ont été rendus par le passé. Voilà, par le lien social, si par exemple je suis chargé de l'organisation d'un concours de la fonction publique et que j'ai l'opportunité de faire entrer ou bien de faire admettre mon petit frère qui est candidat, bon, le lien d'affinité peut me pousser à commettre ce tas de corruption-là. Ou bien, je suis un policier, je suis chargé de l'ordre public et il y a un proche qui a par exemple un engin dont les documents ne sont pas à jour. Logiquement, je dois lui appliquer la loi, mais parce que c'est un proche, je vais peut-être fermer les yeux sur sa situation. Donc voici comment les biens matériels et immatériels sont des instruments de corruption dans le cas ivoirien. Les actes d'injustice? Les actes d'injustice, vous savez, lorsque quelqu'un
subit une injustice, il s'en tient aux institutions pour que la loi s'applique. Mais lorsque tu subis une injustice et que les institutions ou bien le système judiciaire qui est censé te rétablir dans tes droits n'arrive pas à appliquer la loi à celui qui t'a fait subir une injustice au motif qu'il a des relations ou qu'il est assez fort, tu peux finalement être poussé à te faire toi-même justice en t'adonnant à la commission de certains actes illégaux. C'est pourquoi, pour empêcher les actes de justice de favoriser la corruption, il faut vraiment travailler sur le système judiciaire ivoirien. Et j'ai fait des propositions dans ce sens afin que le système judiciaire ivoirien devienne assez fort et indépendant pour appliquer la loi à tout acteur, y compris le président de la République. La création de nouveaux ministères et de nouvelles institutions. Si, par exemple, vous m'avez aidé d'une manière ou d'une autre à atteindre cet objectif, et qu'un jour je suis peut-être, par exemple, président de la République, et que pour cette raison, je voudrais vous récompenser, je peux me dire, bon, si je prends directement de l'argent dans les caisses de l'État pour vous remettre 4 milliards, cela peut être assimilé à un détournement de fonds. Donc, pour faire les choses de façon élégante, voilà, je vais user de mon pouvoir pour créer une institution, voilà, ou bien peut-être un nouveau ministère, voilà, à la tête duquel tu vas exercer. Tu auras un budget, tu auras des avantages, et c'est à toi maintenant de te servir de ton budget et de tes avantages pour t'enrichir. Ce sera ma façon de te récompenser. Donc voici comment la création de ministères et de nouvelles institutions devient un instrument de corruption. Parce qu'on peut s'en servir pour récompenser des personnes au lieu d'agir dans le sens de l'intérêt général. Les menaces. Les menaces. Effectivement, les menaces sont des instruments de corruption. Comme je l'ai dit, je peux exercer correctement mon travail. Et puis, je vais recevoir un ordre venant de ma hiérarchie pour me dire d'agir illégalement. Malgré tout, je peux refuser l'ordre illégal qui m'est venu de la hiérarchie. Mais après, il y aura des menaces. Il y aura des menaces. Par exemple, si tu es chargé de la lutte contre la corruption, il y a des dossiers, il y a des affaires où si tu veux vraiment appliquer la loi, tu peux être menacé de mort. On peut même t'éliminer physiquement. Et pour t'éviter des ennuis, tu vas exercer illégalement. Et puis bon, tu es tranquille. Parce que si tu veux correctement appliquer la loi, face aux menaces de mort, tu peux un jour perdre la vie. Donc pour éviter tout ça, tu fais ce qu'on te demande et puis tu es tranquille. Voilà, donc, nous avons essayé de cibler quelques instruments, sinon oui, il y en a d'autres dans l'ouvrage. Tout à fait. Voilà. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé à lutter contre la corruption à travers un plan national lancé en 2013 et des institutions telles que la Brigade de lutte contre la corruption créée en 2012, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance créée en 2014 et l'unité de lutte contre le racket créée en 2012. Alors, avec l'ouvrage que vous avez publié, vous ne semblez pas être convaincu. Alors, comment jugez-vous l'efficacité donc de la politique de la lutte contre la corruption menée par le gouvernement ivoirien? Je vous remercie. D'abord, comme vous l'avez dit, on ne peut pas nier que des actions ont été posées dans le cadre de la lutte contre la corruption. Voilà, ces actions sont nombreuses, mais après, chacun peut faire ses constats. En ce qui me concerne, j'ai constaté que ces mesures prises par l'État pour lutter contre la corruption dans notre pays ont un faible niveau d'efficacité. Parce qu'il y a un écart véritable dans bien des cas entre ce que disent les lois et la façon dont les affaires publiques sont conduites dans la réalité. Donc cet écart-là est pour moi un indicateur qui montre que ces mesures sont pour l'instant inefficaces. De la page 67 à la page 122 de l'ouvrage, vous relevez 10 faiblesses du système anticorruption ivoirien. Pouvez-vous énumérer les plus flagrantes? La première faiblesse que je voudrais noter, c'est au niveau de la logique de notre stratégie de lutte contre la corruption. Vous savez, la logique de la lutte contre la corruption suppose que la lutte contre la corruption commence par le changement de la Constitution, le changement d'un système, le changement d'un environnement qui lui-même favorise la corruption. Or, dans le cas de la Côte d'Ivoire, certes, des actions sont menées, mais à la base, on maintient un environnement, un système qui lui-même favorise la corruption. Et c'est dans cet environnement-là
qu'on mène des campagnes de sensibilisation pour nous demander d'être intègres. Madame, qui sera intègre dans un système où la corruption a plus d'avantages que l'intégrité? Qui sera intègre dans un système où quand tu veux correctement appliquer la loi, tu peux être exposé à des représailles? Donc nous sommes dans un système où la corruption a plus d'avantages que l'intégrité. Donc au niveau de la logique de la lutte contre la corruption, il y a déjà un décalage qu'il faut déjà régler. La deuxième faiblesse, c'est au niveau de notre constitution. Vous savez, pour qu'une constitution soit assez forte pour imposer la légalité dans la conduite des affaires publiques, il faut qu'elle ait 4 caractères. Le premier caractère, c'est un caractère protecteur. Ça veut dire quoi? Pour lutter contre la corruption, il faut que le système qui est en vigueur nous protège suffisamment quand on applique correctement la loi. Parce que bien appliquer la loi, ça expose à des représailles. Ça, il faut qu'on le note. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que, par exemple, le président de la République a reçu un pot de vin de la part d'une multinationale. Il tombe sous le coup de la loi. Mais est-ce qu'on peut appliquer la loi dans ce type de dossier? C'est possible malgré tout. Mais si tu le fais, il est clair que ce ne sera pas sans représailles. Qu'est-ce qui est prévu dans notre Constitution pour nous protéger si on veut se saisir ou bien si on veut enquêter sur une affaire dans laquelle sont impliqués de puissants acteurs au sommet de l'État? Le deuxième caractère, c'est un caractère incitatif. Pour lutter contre la corruption, il faut mettre en place un système dans lequel les citoyens gagnent à être intègres et respectueux de la loi. Pourtant, dans le cas de la Côte d'Ivoire, si je pose la question suivante, qu'est-ce qu'on gagne à être intègre? Quelle réponse peut-on nous donner au regard du droit ivoirien? Le troisième caractère, c'est un caractère répressif. Pour lutter contre la corruption, il faut évidemment sanctionner les actes de corruption. En Côte d'Ivoire, des actions de lutte contre la corruption sont menées. Mais en matière de répression et de sanctions, on ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. On peut se référer aux bilans qui sont faits chaque année de la lutte contre la corruption. Vous verrez très rarement parler du nombre de procès sur les affaires de corruption qui ont été faits. Ou bien, vous verrez très rarement quand on parle du nombre de personnes qui ont été sanctionnées. On parlera très rarement de cela. On mettra généralement l'accent sur le nombre de personnes sensibilisées, ce genre de choses, mais on parlera très rarement du nombre de procès et de personnes sanctionnées. Donc pour moi, c'est un signe qu'en matière de répression, il y a beaucoup d'efforts à faire. Le quatrième caractère, c'est un caractère coercitif. Pour lutter contre la corruption, il ne faut pas seulement se tenir qu'à la sensibilisation. Il faut contraindre les gens à appliquer correctement la loi. Et pour contraindre les gens à appliquer correctement la loi, il y a un travail à faire au niveau de nos institutions et de notre système judiciaire et au niveau de la nature des sermons. Voilà, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, voici déjà la deuxième faiblesse que je voudrais relever. Il faut qu'on ait une constitution qui respecte ces 4 caractères. Et il y a 2 choses qui paralysent le système politique ivoirien et auxquelles notre législation ne répond pas de façon efficace. La première chose qui paralyse le système politique ivoirien, ce sont ce que j'ai appelé les émissions illégales, ou ce qu'on peut appeler simplement les ingérences. Moi, Cyril Gouali Yokrogué, président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je risque dans notre système politique actuel si j'exerce une pression ou bien je menace des juges de rendre certaines décisions dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions? Moi, Cyril, en tant que ministre de l'Intérieur, mon petit frère est allé vendre de la drogue à Abobo. Il a été arrêté, il est au commissariat d'Abobo. En tant que ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que je risque dans notre système politique actuel si j'appelle le commissaire d'Abobo pour lui demander de libérer mon petit frère? Et la deuxième chose qui paralyse notre système politique, ce sont les abstentions illégales d'exercice. C'est le comportement de l'agent public, dûment saisi d'une infraction qui relève de sa compétence, mais qui, contre toute attente, adopte une conduite illégale, fait preuve de permissivité, de passivité, d'indifférence et d'inertie, au lieu d'appliquer ou d'ordonner l'exécution de la procédure légale applicable à l'infraction pour laquelle il a été saisi. Ça veut dire quoi simplement? Je suis par exemple chargé de la lutte contre la drogue, contre le trafic de drogue en Côte d'Ivoire, et on me saisit
d'un cas, je prends connaissance du dossier et je découvre par exemple que c'est mon père qui est impliqué dans ce dossier. Naturellement, je ne peux pas appliquer la loi à mon père. Ça, c'est sur la base de mes émotions. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui, dans le système politique ivoirien, est prévu pour me contraindre à appliquer la loi à mon père? À ce niveau-là, il n'y a pas... ce qui est prévu n'est pas assez dissuasif. Donc, ça fait que, dans la plupart des cas, l'Ivoirien a du mal à appliquer la loi aux personnes avec qui il est proche. Parce que les affections illégales d'exercice ne sont pas sévèrement réprimées. Et pour finir très rapidement, je voudrais relever que au niveau des serments, il y a une inadéquation entre ce qui pousse l'Ivoirien à être corrompu et ce sur quoi il s'engage quand il prête serment. Qu'est-ce qui pousse l'Ivoirien à être corrompu? De façon générale, l'Ivoirien décide d'être corrompu pour 4 raisons. Pour le bien matériel, pour un emploi, pour la liberté et pour le lien social. Et sur quoi l'Ivoirien s'engage lorsqu'il prête serment? Il s'engage sur l'honneur. Vous voyez que c'est un écart. Du moment où l'Ivoirien décide d'être corrompu pour les 4 choses que j'ai précisées, c'est sur ces 4 choses-là qu'il doit s'engager. Donc pour moi, pour que l'Ivoirien respecte correctement la loi, plutôt que de s'engager sur l'honneur, il doit s'engager sur ses biens matériels, sur son emploi, sur sa liberté et sur sa famille. Si l'Ivoirien a conscience qu'en étant corrompu, il peut perdre tous ses biens, il peut perdre son emploi, il peut perdre sa liberté et exposer sa famille à une mise sous contrôle, il sera plus dissuadé d'être corrompu. Et la 4e faiblesse, c'est que nos systèmes politiques... Je crois que c'était pour terminer. Non, je vais terminer tout de suite. Nos systèmes politiques ne récompensent pas l'intégrité. La loi nous demande d'être intègre, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on gagne à être intègre? En Côte d'Ivoire, bien qu'étant corrompu, tu peux faire la politique, tu peux exercer au sein du système judiciaire, tu peux exercer au sein d'une institution ou d'un ministère, tu peux accéder au sommet de l'État, tu peux accéder au foncier, tu peux jouir des primes et des avantages rattachés à ta fonction, tu peux passer des concours professionnels pour évoluer dans l'ordre de ta hiérarchie. Tout ça, bien qu'étant corrompu, ça c'est une erreur que nous faisons en matière de lutte contre la corruption. Donc, je vais m'arrêter là en ce qui concerne les faiblesses. Bien. Alors, l'écrivain engagé que vous êtes ne fait pas que de critiques, puisque nous pouvons le constater au niveau de la 3e grande partie de votre ouvrage. Vous proposez des solutions. Quelles sont donc les plus pertinentes pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire? Ok. Donc, pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire, il faut d'abord faire noter que le pilier de la lutte contre la corruption, c'est le système judiciaire. On ne peut pas lutter efficacement contre la corruption quand le système judiciaire n'est pas assez fort pour sanctionner les personnes qui y sont impliquées. Vous savez, en Côte d'Ivoire, le système judiciaire qui est censé dire les droits fait lui-même partie des secteurs les plus exposés à la corruption. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national de la statistique qui a cité les 10 secteurs les plus exposés à la corruption. Et parmi ces secteurs, il y a le système judiciaire qui est censé dire le droit. C'est un problème auquel nous devons trouver une solution. En ce qui me concerne, j'ai fait une proposition. J'ai dit que pour lutter contre la corruption, l'État ivoirien est organisé sur la base de 3 pouvoirs constitutionnels, qui sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. À la tête du pouvoir exécutif, on a un acteur élu, qui est le président de la République. À la tête du pouvoir législatif, on a 2 acteurs élus, qui sont les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, pour une question de logique et surtout par respect du principe de la séparation des pouvoirs, il faut, selon moi, mettre à la tête du pouvoir judiciaire un acteur qui sera également élu. Et c'est lui qui sera chargé de conduire la vie judiciaire du pays. Et c'est lui qui sera aussi chargé de nommer les grands acteurs du système judiciaire. Parce qu'actuellement, c'est le président de la République ou le ministre de la Justice qui, dans la plupart des cas, nomme les grands acteurs du système judiciaire. Or, l'Ivoirien, lorsqu'il est nommé, il ne voit pas cela comme une occasion de servir l'État. Il voit cela comme une faveur qui lui a été faite par celui qui l'a nommé. Donc, du coup, ça le met dans une situation de redevabilité envers la personne qui l'a nommé. Et ça biaise sa façon d'exercer sa fonction. C'est pourquoi je propose que les grands acteurs du système judiciaire
soit nommé par un acteur du système judiciaire pour qu'il soit débarrassé de toute pesanteur politique. Vous voyez. Et en matière de rapport de pouvoir, le président du système judiciaire, c'est-à-dire celui qui est chargé de l'indépendance du système judiciaire, voilà, il y aura un équilibre des pouvoirs entre lui et le président de la République. Autant le président de la République peut ordonner des poursuites contre le président du système judiciaire s'il exerce illégalement sa fonction, autant le président du système judiciaire aura également le pouvoir d'ordonner des poursuites contre le président de la République si c'est gère dans les affaires relevantes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que les ingérences sont ce qui empêche notre système judiciaire de fonctionner correctement. Donc, voici déjà au niveau du système judiciaire ce que je propose. Maintenant, au niveau, je dis que pour lutter contre la corruption, il faut récompenser l'intégrité. Donc, dans le cadre de ma proposition, il faut être intègre. Il faut n'avoir jamais été reconnu coupable pour jouir des primes et des avantages attachés à sa fonction, pour pouvoir faire la politique, pour exercer au sein du système judiciaire, d'un ministère ou d'une institution. Il faut être intègre pour jouir ou bien pour bénéficier de tout avantage qui est lié à la vie publique, ce qui n'est pas une imposition actuellement. Actuellement, on considère beaucoup de choses comme des droits naturels, alors qu'il y a des choses qui doivent être des droits mérités. Donc, dans le cadre de ma proposition, tout ce que j'ai cité, ce sont des droits mérités. C'est parce que tu es intègre que tu auras droit à faire la politique, à faire tout ceci et cela. Bien. Donc, voici déjà quelques propositions. Mais j'ai aussi proposé l'obligation de rendre compte, ce qui n'est pas assez répandu actuellement. Donc, dans le cadre de ma proposition, les grands acteurs de l'État, le président de la République, les membres du gouvernement, les maires, les présidents des conseils régionaux, etc. En fait, tous ceux qui bénéficient de l'argent public, qui reçoivent l'argent public, sont tenus de justifier dans les moindres détails la gestion de l'argent qu'ils ont fait. Donc, ça va permettre de dissuader un peu, dans une certaine mesure, le vol et le détournement de l'argent public. D'où vous est venue l'inspiration pour faire cette proposition de loi vraiment fournie, on va dire claire et scrupuleuse? D'où m'est venue l'inspiration? L'inspiration. Bon, l'inspiration m'est venue d'abord d'un constat que j'ai fait. Parce que lorsque j'étais en licence en 2015, voilà, je lisais un document sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Et là, je me suis rendu compte que notre pays est un pays très riche. Qui malheureusement est classé au rang des pays en développement. C'est de là que c'est parti. Mais après, la motivation est venue aussi avec le temps. Parce que on s'opposait à moi. On me disait que la corruption est fortement ancrée dans les mentalités, qu'il est impossible de changer les choses. Donc tout ça, ça m'a également motivé à aller au bout de mon idée. Et je suis toujours motivé à continuer. Parce que pour arriver au sommet, il faut d'abord faire connaître tes propositions. Et si tes propositions ont convaincu, voilà, tu vas y arriver pour prendre les décisions qu'il faut. Alors, quelles sont les démarches déjà que vous faites pour que vos propositions soient prises en compte? Déjà, j'ai présenté mon ouvrage à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui est l'institution ivoirienne chargée de la lutte contre la corruption, qui a accepté d'ailleurs d'organiser la cérémonie de présentation de mon ouvrage. Et je voudrais d'ici leur adresser mes sincères remerciements pour ce tourneur qu'ils m'ont fait. Vous savez, à 30 ans, voir une institution de la République associer son image à une initiative que vous entreprenez, c'est un honneur. Et je considère cela comme une très belle réalisation déjà. Voilà. Mais en plus de ça, je participe j'ai fait des interviews télévisées, comme c'est le cas aujourd'hui également. Donc c'est déjà le peu que je fais avec les moyens que j'ai pour l'instant. Mais ce n'est pas tout. Avec le temps, selon mes moyens du moment, je mènerai d'autres actions d'ampleur, je l'espère. Très bien. Alors, c'est vraiment très intéressant d'échanger avec vous. On apprend beaucoup. Et mais vous allez nous dire, parce que nous sommes en train de toucher au terme de notre entretien, pensez-vous qu'il est possible d'éradiquer définitivement la corruption
en Côte d'Ivoire? Le mot définitivement, je pense qu'il est possible d'éradiquer la corruption. Mais définitivement, ça entraîne un autre sens. Tout dépend de comment on définit le thème éradiquer la corruption. Pour certains, éradiquer la corruption signifie que l'être humain deviendra parfait pour ne plus commettre d'actes de corruption. Alors que pour moi, éradiquer la corruption signifie bonne application de la loi. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, d'actes de corruption, non. Éradiquer la corruption signifie que celui qui commet un acte de corruption, même s'il est le président de la République, même s'il est le fils d'un président, d'un ministre, la loi lui sera appliquée. Et pour moi, cela est possible. Tout dépendra de l'organisation de l'État qu'on mettra en place. Pour moi, c'est possible. Bien, ouais. Cyril Gwali-Yokrogué, auteur du livre « La politique de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire ». Vraiment, merci. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous pensez que les questions que nous avons posées vous ont permis de mieux présenter votre ouvrage? Oui, je suis satisfait. Très bien. Sincèrement. Très bien. Nous vous souhaitons donc une très belle suite de carrière. Et nous vous attendons pour peut-être la prochaine édition. Nous sommes à la 2e édition avec cet ouvrage. Il y aura certainement une 3e édition, une 4e, une 5e, pourquoi pas. Tout à fait. Vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau. Je vous remercie. Très bien. Quant à nous, nous poursuivons notre émission avec la toute dernière pour la route. Vitrine. Amis et amoureux de la littérature, soyez les bienvenus dans votre Lucan. Les œuvres au programme aujourd'hui sont Les bouts de bois de Dieu d'Ousmane Sembène et Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Un petit brassage littéraire aujourd'hui. Pour commencer, découvrons le résumé de la première œuvre. Le 10 octobre 1947, les 20 000 cheminots de la ligne Dakar-Bamako, qui s'appellent entre eux les bouts de bois de Dieu, se mettent en grève. Après 5 mois de conflit, ils parviennent à faire plier la direction et obtiennent gain de cause. Cet affrontement très dur marque un tournant profond dans les relations entre la population et l'administration coloniale. Mais il représente surtout une épreuve terrible pour les grévistes et leurs familles. D'Ibrahima Bakayoko, le sage et charismatique leader du mouvement, à Ramatoulaye, Mame Sophie et toutes les femmes de Dakar. Chacun affronte la répression et la faim, les dissensions et les doutes pour faire, enfin, triompher la solidarité. L'auteur, Ousmane Sembène, est un écrivain, réalisateur et scénariste sénégalais, personnalité majeure de l'Afrique contemporaine, connu pour ses partis pris militants sur les questions politiques et sociales. Il est né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor au Sénégal et mort le 9 juin 2007 à Dakar dans son pays. En 1947, il a quitté Dakar pour Marseille, où il a travaillé comme docker. Il a rejoint le Parti communiste et a milité contre la guerre en Indochine et pour l'indépendance de l'Algérie. Après avoir lu Richard White, John Doss, Passos et Pablo Neruda, inspiré, il a publié son premier roman, Le Docker Noir, en 1956. Auteur de romans épiques et sociaux tels que Ô pays, mon beau peuple, en 1957, Les bouts de bois de Dieu, en 1960, et Dernier de l'Empire, un roman sénégalais, en 1981. Ousmane a été également le chef de file du cinéma africain au début des années 1960. Après avoir étudié le cinéma au studio Gorky à Moscou, il a tenté de retrouver par le récit visuel l'art des griots et produit de nombreux films dont la plupart est adapté de ses nouvelles et romans. Son premier long métrage, La Noire 2, en 1966, inspiré de la nouvelle du même nom, paru dans le recueil Voltaïque en 1961, est récompensé par le prix Jean Vigo. Moladé, sorti en 2005 en France,
a été récompensé au Festival de Cannes 2004 par le prix Un certain regard. Ousmane Sembène reçoit les insignes de la Légion d'honneur en 2006 avant de s'éteindre l'année suivante. Maintenant, accentuons notre curiosité noble sur la seconde œuvre et son auteur. Le titre du recueil, Les fleurs du mal, nous indique dès le début que les chemins que nous allons emprunter seront loin d'être sûrs. Fleurs et mal ne sont pas des termes que l'on trouverait normalement ensemble. En nommant ainsi son travail, Baudelaire signale qu'il nous montrera à la fois les contradictions de l'existence et la beauté que l'on peut trouver dans des choses que la société pourrait normalement trouver immorales ou laides. En utilisant le terme « mal », il montre également qu'il est prêt à aborder des questions de religion et de spiritualité au cours du livre. La structure de la collection retrace la quête du poète pour découvrir jusqu'où il peut aller. L'auteur, né en 1821, Charles Baudelaire, n'a que 6 ans lorsque son père meurt. Sa mère se remarie 1 an plus tard avec le général Opic. Il refuse cette union et sera toujours en opposition avec ce militaire aux valeurs et aux aspirations très différentes des siennes. Il entre au lycée Louis le Grand à Paris. Baudelaire se fait remarquer par son caractère rebelle. Il commence à fréquenter le quartier latin. En 1839, il est renvoyé de Louis le Grand, mais obtient néanmoins son baccalauréat. Il choisit délibérément une vie de bohème. Sa famille, qui n'appréciait guère la vie dissolue du jeune homme, le pousse à embarquer en 1841 à bord d'un paquebot pour les Indes. Ce voyage devient une source d'inspiration pour Charles. Il retourne à Paris en juillet 1866. Il s'y éteint 1 an plus tard, le 31 août 1867, à l'âge de 46 ans, des suites de la syphilis, de l'abus de l'alcool et d'autres drogues. Triste fin, n'est-ce pas? Mais comme on a pour habitude de le dire, un artiste ne meurt jamais. Consolons-nous donc avec ces trésors livresques que les auteurs du jour nous laissent. À bientôt. C'était la rubrique vitrine présentée par Morel Poti. Elle annonce également la fin de cette émission. Retenez ceci, il existe une chose plus nuisible que la corruption. C'est la culture d'une mentalité défaitiste face à ce fléau. Eh bien, ces mots sont de notre invité du jour, l'essayiste ivoirien Cyril Gouali-Yokrogué, que nous avons pris plaisir à recevoir aujourd'hui. Nous nous séparons malheureusement pour mieux nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Merci à tous.